aller plus long d'un calcul. D'abord, quelques secondes pour penser aux Ukrainiens qui se battent pour leur liberté, pour la nôtre. Ok, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est parler du nombre d'un calcul. Je fais un petit dessin ici. Ça, on va. Je vais vous montrer comment ça marche et je tenterai de vous que vous puissiez faire des calculs, des réductions en nombre de calculs sur un bout de papier, que vous sachiez bien travailler le nombre de calculs. Ce n'est pas super compliqué, il faut le savoir. Là-dessus, il y a la programmation d'ordre supérieur que nous avons vu, higher order programming. Au-dessus de ça, on va définir des abstractions de données, c'est-à-dire des librairies, des composants qui sont isolés l'un de l'autre. Avec ça, on peut faire des grands logiciels en équipe. On peut avoir des personnes qui sont responsables, on peut avoir aussi des logiciels qui se parlent. Ça marche parce que pour utiliser une abstraction comme une librairie, on n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est possible à cause de la programmation de l'ordre supérieur et toutes ces bonnes choses qu'il y a dedans. Et après, eh bien, on a vu que l'informatique est un peu en train d'envahir le monde. On peut voir les technologies d'information marchent à cause de ça. Donc on voit que le nombre de calculs, c'est un petit formalisme, mais très important. Donc, d'abord, le higher order, je suppose que vous avez regardé ça, vous avez une idée de ce qu'on peut faire avec ça. On crée des fermetures, des lexically scoped closures, et avec ça, on peut faire plein de choses. On peut cacher des choses, on peut faire en sorte que on a des systèmes génériques, on peut faire des instantiations, des propositions de calcul avec des fonctions, et tous les concepts que vous connaissez, des objets, des classes, entre autres, c'est en fait du simple higher order programming. Donc je suppose que vous avez un peu de ça dans la vie. Maintenant, aujourd'hui, on va regarder le fond du higher order. On va regarder, on va creuser jusqu'au bout. Ça s'appelle le nombre de calcul. C'est un très simple modèle de calcul. En fait, c'est un petit formalisme, hyper simple. La syntaxe peut s'écrire en même pas une ligne, c'est tout petit. Mais il est Turing complet, on peut faire tout avec. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer comment, avec que du higher order et rien d'autre, on peut tout faire. Donc, de fond, toute l'informatique, tout ce qui se passe dans le langage de programmation, ce n'est que du sucre synthétique pour le nombre de calcul, en quelque sorte. Et il n'y a pas que ça. Il y a des théorèmes. Il y a un théorème célèbre qui s'appelle Church-Rosser Theorem. C'est que le nombre de calcul est un modèle de calcul avec des propriétés étonnantes. Et la première propriété, c'est qu'il est confluent. Ça veut dire que quand on a une expression, on peut le calculer dans n'importe quel ordre. Parce qu'on a une grosse expression, on peut choisir un peu ce qu'on fait. Et le résultat est toujours le même. Hein? Ça, ce n'est possible que dans le nombre de calcul. Et ça veut dire qu'on peut avoir un système concurrent avec des threads, avec des tas de choses qui se passent, mais le résultat sera toujours le même, c'est-à-dire déterministe. Et ça, c'est super important pour tous les calculs dans le monde réel. C'est la raison pour laquelle la programmation fonctionnelle est importante. Parce qu'elle est confluente. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, on va voir ça. J'appelle ça plus tard dans le cours la concurrence pour les nuls, parce que c'est tellement simple à utiliser. Et les informaticiens, ils ont bien compris ça, et donc on a des langages
qui s'appelle le langage fonctionnel, qui se base là-dessus. Et même des parties des langages populaires. Même en Java, par exemple, maintenant, il y a des expressions lambda. Mais il y a d'autres langages, comme Haskell et Scheme sont les deux les plus célèbres. Il y a aussi OCaml, qui sont des langages fonctionnels et qui sont très intéressants, même si ce n'est pas aussi populaire que Java. Java, c'est populaire pour une raison. C'est que quand on l'a inventé, on l'a mis dans des navigateurs, des browsers web, et du coup, il y avait instantanément des millions d'utilisateurs. Du coup, c'est devenu populaire. Donc, c'était une très belle astuce de marketing. Mais ce n'est pas parce que le langage est meilleur. Donc, il y a plein de langages qui se basent sur la programmation fonctionnelle. OK, on va parler du langage de calcul. C'est un système formel. Je vous introduis. On peut appeler ça une logique mathématique. C'est un petit système avec des équations qui peuvent se transformer et on peut faire des calculs. Dans ce système, il n'y a que deux opérations. Définition de fonction et appel de fonction. Il n'y a rien d'autre. Vous allez voir, c'est extrêmement épuré. Il n'y a que la définition et l'appel de fonction avec des variables comme argument et avec les substitutions. Donc, quand on va appeler une fonction, bien sûr, il faut faire que des variables et les bonnes valeurs, et donc il y a un concept qui s'appelle substitution. Mais en fait, ce sont des fonctions. Ça a été inventé par un logicien qui s'appelle Alonzo Church dans les années 1930. C'est vieux. À l'époque, les ordinateurs étaient un rêve, en fait. C'était des recherches dans les fondations des mathématiques. Un peu comme Alan Turing, qui a aussi fait des recherches, et la machine de Turing et le nombre de calcul, il y a des relations. Mais aujourd'hui, je vais parler du nombre de calcul. C'est un modèle universel. On peut simuler une machine de Turing avec. On peut faire tout calcul qui peut être fait par un ordinateur. Ce que je vous montre aujourd'hui, ça s'appelle le Untyped Number Calculus, le nombre de calcul non typé. C'était, Church a inventé ça en 1936. Par contre, à l'époque, ce n'était pas utilisé pour les ordinateurs, parce qu'il n'y avait pas encore d'ordinateurs programmables. À l'époque, il y avait des machines à calculer, mais ils n'étaient pas des machines qu'on pouvait programmer. La calcul était câblé dedans. Et ce n'était qu'après, avec les systèmes comme ENIAC, dans les années 40, 48 et après, qu'on a vraiment arrivé à des machines qu'on peut programmer, dans lesquelles le programme est dans la mémoire, tout comme les données. Donc, à l'époque de Church, ce n'était pas le cas, 36, et donc, ce n'était pas tout de suite clair que le nombre de calculs était important. Voilà. Ça s'est passé dans les années 60. En 65, un informaticien qui s'appelle Peter Landen a réalisé que le nombre de calculs était super important pour l'informatique. Et à partir de ce temps-là, tous les langages sont basés. Ça a été comme une explosion. Ok, je vais vous commencer par vous introduire d'abord les idées. En langue de calcul, il n'y a que des fonctions anonymes, donc il n'y a pas des noms pour les fonctions, des fonctions anonymes. Donc on écrit une expression, et c'est une fonction. Et les fonctions ont toutes un argument. Par exemple, ici, si j'ai la fonction sum square x, y, x carré plus y carré, on peut plus ou moins écrire ça. Je l'écris plus ou moins avec une sorte de pseudocode. X, Y sont les arguments. X carré plus Y carré, c'est les résultats. Donc c'est une fonction de deux arguments. X et Y. Mais le nombre de calcul, il n'y a pas de fonction de deux arguments. Toutes les fonctions ont un argument. C'est le plus simple. Et donc une fonction comme sum square, on peut voir ça comme deux fonctions de un argument imbriquées. En fait, on a une fonction de un argument x, et si on l'appelle, le résultat, on renvoie une autre fonction d'un argument,
Et si on l'appelle celle-là avec y, là on a x carré plus y carré. Donc en fait, on a des fonctions d'un argument qui sont imbriquées. Ça, c'est pour la simplicité. Donc, dans la notation lambda, on peut écrire ça lambda x point lambda y point, et après la fonction x carré plus y carré. Donc x et y sont des arguments. Cette opération, convertir toutes les fonctions en fonction d'un argument, c'est très important, c'est très, très utile en fait. Et donc on lui a donné un nom, ça s'appelle currying. To curry, le verbe c'est currier. Currier une fonction, c'est la transformer en fonction d'un argument imbriqué. Ça, c'est en honneur d'un autre logicien important qui s'appelle Haskell Curry. Il s'appelle Monsieur Curry, et Monsieur Curry a cette opération nommée d'après lui. C'est pas lui qui l'a nommé comme ça, c'est les gens qui sont venus après. Donc voilà, on a donc des fonctions d'un argument. Et maintenant, je vous donne la syntaxe des expressions lambda. Ça, c'est la définition de toute la syntaxe. Vous voyez que c'est très simple. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est? On a des expressions lambda. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des variables. Hein? Je vais utiliser des petites lettres x, y. Il y a des symboles d'abstraction, principalement lambda avec un point. Ça pour distinguer les arguments et le corps de la fonction. Et aussi pour les priorités, pour être sûr qu'on regarde bien les choses, on a introduit aussi des parenthèses. Et la syntaxe est définie ici, dans une seule règle de grammaire EBNF. Vous voyez que c'est hyper simple. T, c'est un terme lambda. On peut dire ça, ou c'est une variable, ou c'est une définition de fonction, on appelle ça une abstraction. Lambda x point t, en fait, c'est une fonction qui prend un argument x, et c'est t le corps de la fonction. T, c'est un autre terme. Et après, il y a l'appel de fonction. T1, T2. T1, c'est une fonction, un terme, et T2, c'est un argument. C'est une fonction d'un argument, on appelle. Et c'est tout. Vous voyez que c'est simple là. C'est tout. Ça définit toute la syntaxe du langage de calcul. Après, on va voir l'exécution. Vous voyez que la syntaxe est très simple, beaucoup plus simple que le langage noyau que nous avons défini. Hein? Donc, on appelle donc ça, la définition de fonction, on appelle ça aussi une abstraction, et là, on appelle ça une application. Hein? C'est le terme mathématique, mais c'est la définition et l'appel de fonction. Tout ça. Pour vous aider à comprendre, je vous donne la même chose en OS. Ce que je vous montre aujourd'hui, on peut le programmer en OS. Et dans d'autres langages fonctionnels. Lambda x.t en OS, c'est une fonction anonyme avec un argument x et le corps de la fonction c'est t. Donc on peut l'écrire comme ça en OS. Et l'application, la fonction t1 avec argument t2, en OS on peut l'écrire comme ça, avec des accolades. Vous voyez que c'est une correspondance très simple. Pour le currying aussi, je vais vous montrer un exemple. Ici, j'ai une fonction f avec deux arguments, x et y. Le corps, c'est t. En fait, quand je purifie cette fonction, j'obtiens deux fonctions imbriquées. Donc, une fonction d'un argument x qui renvoie une autre fonction d'argument y, et celle-là fait t. Si je veux faire f de x, y, avec la purification, je dois faire f de x, qui est de nouveau une fonction, et j'appelle ça avec y. Donc vous voyez que la purification n'est pas quelque chose de très difficile, mais c'est très important pour la simplicité du nombre de calcul. Ok, ça c'est tout, ça c'est la syntaxe du nombre de calcul. Mais on va voir comment on exécute les
programme maintenant, en langue de calcul. Donc, on appelle ça des réductions. On commence avec une expression initiale, j'appelle ça T0. Je fais une réduction, un pas. Donc, c'est comme une machine abstraite. Avant, on avait vu des pas d'exécution. Ici, c'est pareil. On a des pas d'exécution, mais il n'y a pas de mémoire et d'instruction. Il n'y a que un terme en lambda et on fait un pas de réduction pour obtenir un autre terme et ça continue comme ça. Donc, et vous avez vu, vous vous souvenez, dans le langage noyau, on a plein de règles pour chaque instruction. Mais dans le langue de calcul, comme le calcul est plus simple, il n'y a que 3 règles. Et ça, c'est les noms qu'on leur donne. C'est alpha, bêta et eta. Church, il est bien l'alphabet grec. Donc, alpha renaming, on appelle ça, mais c'est aussi une réduction. Beta reduction et eta reduction. Donc, le renommage alpha, la réduction bêta et la réduction eta. Dans tous ces 3, c'est le bêta qui est le plus important. Le bêta, c'est l'appel d'une fonction, le bêta. Alpha, c'est changer les noms de variables. Et eta, c'est une règle un peu abscons qui a été ajoutée par les théoriciens, mais qu'on va très rarement utiliser. Mais je vous explique alors. Donc, on écrit ça donc comme ça. On commence par une expression. Ça, c'est donc un programme. Hein. Ça, c'est notre programme. On fait des réductions. Et ça, c'est l'exécution. Hein, selon les 3 règles. On peut écrire avec une petite étoile. Si on fait 0 ou plus, hein, si on fait de TI à TJ avec une petite étoile, ça veut dire que ou on fait aucune réduction, 1 ou 2 ou 3, hein, un certain nombre, hein, qui n'est pas précisé. Et on peut aussi dire quelle règle qu'on utilise. Hein, si je fais TI avec un petit bêta, c'est que je vais appliquer les règles de bêta. Hein, ça veut dire un appel de fonction. Ok, donc il y a les 3 règles et je vais donc vous les expliquer. Pour expliquer ça, je dois d'abord parler de variables libres et variables liées. C'est comme les identificateurs libres et les identificateurs liés qu'on a vu dans le langage noyau. C'est exactement pareil. C'est un nombre de calcul. Et comme il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de différence entre des identificateurs et des variables en langue de calcul, on n'a que des variables. Donc si on a par exemple lambda x et on a x, y, ceci est un terme lambda, je définis une fonction d'un argument et cette fonction, quand on l'appelle, x sera une fonction lui aussi d'un argument et l'argument y. Donc, le x ici est une variable liée parce qu'elle est dans la portée d'un lambda. Par contre, le y ne l'est pas, donc c'est une variable libre. Hein, free and bound variables. Donc, le lambda x va lier tous les x libres dans le terme qui suit. OK? Hein? Les variables dans le terme qui ne sont pas liées par aucun lambda sont libres. On peut avoir, ça peut être imbriqué. Par exemple, un truc comme ça c'est un autre terme lambda. Et on voit que le x est lié, le y est lié, mais le z, il est libre. Hein? Parce qu'il n'est pas défini à l'intérieur. On définit une fonction fv, free variables, c'est une fonction, on lui donne un terme et elle va nous renvoyer l'ensemble des variables libres. Hein? Donc, si x est une variable, eh bien, si le terme c'est simplement une variable,
eh bien, elle est libre parce qu'il n'y a pas de lambda. Si on a lambda x point t, on prend les variables libres dans t, mais comme le x est lié, on va enlever les x. Vous voyez, c'est simple. Et si on a un appel de fonction t1, t2, eh bien, on prend les variables libres dans t1 et dans t2 et on fait l'union. Vous voyez, c'est pas super compliqué. Je vous donne un exemple. Ça. Donc on peut avoir quelque chose du genre lambda x, et on a x, y, x, z. Voilà. Le x ici est lié. Par contre, le y et le z sont libres. Ceci est une fonction de un argument, x, mais le x lui-même est une fonction de un argument. Et quand on appelle x avec l'argument y, le résultat de ça, c'est aussi une fonction d'un argument. Et on va appeler ça avec ceci comme argument. Et x, z, c'est aussi la fonction x avec l'argument z. Vous voyez, c'est très définition appel de fonction. Ok, avec ça, on peut maintenant définir le alpha, le renommage alpha. Ça s'appelle aussi conversion alpha. On peut aussi parler de réduction alpha. Mais c'est simplement, c'est très simple. Hein? C'est un transformant très dense, mais en fait, parce qu'il y a plein d'exemples, si j'ai lambda x point x, hein, il n'y a pas de variable libre. C'est une fonction d'un argument x qui renvoie x. Hein? C'est la fonction d'identité. Mais le nom de x n'a aucune importance. On peut aussi écrire lambda y point y. Hein? Ça sera la même chose. Parce que vu de l'extérieur, il n'y a pas de variable libre. Et donc, le fait de changer les noms sans changer de sens, ça s'appelle le renommage alpha. Hein? Et donc, on peut changer de nom s'il n'y a pas de conflit, bien sûr. Il faut faire attention quand on change le nom, pour pas qu'il y ait une variable qui était libre devienne liée. Hein? On dit que la variable est capturée par le lambda. Donc on n'a pas le droit d'avoir des variables capturées. Hein? Si j'ai lambda x, x, ce terme, c'est une fonction de un argument. Et quand on l'appelle, on renvoie une autre fonction de un argument qui est la fonction d'identité. On voit que la terme à l'intérieur n'a pas de variable libre. Donc on voit que ce x, en fait, il n'est pas utilisé par la fonction. Hein? Donc ça c'est un exemple. On peut l'écrire comme ceci. Mais ça ne change rien. Si on fait, hein, ça c'est une renommage alpha, on change ce x en y, ça ne change rien. Ça c'est OK. Vous voyez ça? Par contre, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Si on change le x en y, et on change ce x-là en y, eh bien, la variable x qui était capturée disparaît pour être capturée par un autre lambda. Et donc ça, ce n'est pas autorisé parce que de sens, ça change. Donc, les variables, on doit avoir les mêmes variables libres et les mêmes captures. Donc les variables liées par le lambda doivent être les mêmes. J'ai un autre exemple. Si on a lambda x, lambda y, x, eh bien, le x ici est lié avec le lambda. Je donne un exemple. C'est très important d'avoir un crayon ou une craie. Hein. Ça, c'est un terme lambda. C'est une fonction de un argument, x. Et quand on l'appelle, on renvoie une autre fonction de un argument, y. Et quand on appelle celle-là, ça renvoie x. Vous
vois que x est lié par lambda à l'extérieur. Vous voyez qu'il y a une sorte de portée. Question? Lambda x, lambda y et x, est-ce que c'est la même chose si on écrit le lambda y avant le lambda x? Non, l'ordre est très important. Une fonction, si on faisait comme ça, Ouais. ça c'est totalement différent. Ici, on a une fonction d'un argument qui renvoie une fonction d'identité. Ici, on a une fonction d'un argument qui renvoie une fonction, mais cette fonction-là n'est pas une fonction d'identité, elle renvoie l'argument de x quand on avait créé cette fonction. Donc, l'ordre des appels des fonctions est super important. Le premier argument, le deuxième argument, on ne peut pas le changer. Sinon, le sens change. Et donc, si on a lambda x, lambda y, x, ce x, on ne peut pas le changer en y là, parce que si on met lambda y, donc on a changé ce de y, ce x qui a été capturé par ce lambda serait capturé par un autre lambda, et donc le sens a changé. Et donc, ça, ce n'est pas autorisé. Et ça, bien sûr, c'est différent. Ok? C'est donc très important de comprendre. Ce sont des détails. Question? Du coup, alors, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on peut changer le x en y dans la première ligne. Dans la toute première exemple, Oui. Ici. Oui. Non, juste en dessous, l'exemple Ici? Ici, oui. Je ne comprends pas pourquoi on peut changer, parce que j'ai l'impression que le x, il est lié au Parce que le x, là, est lié par ce lambda. Et si on change ce x en y, ça ne change pas le lambda qui lie l'autre x. Donc, une variable qui est libre doit rester libre, et qui est liée par un lambda doit rester liée par le même lambda. Donc, c'est ceci. Hein. Je vais écrire l'exemple. C'est ça? C'est ça l'exemple? Donc, ici, ce x est lié par ce lambda. OK? Et ce x, en fait, cette expression intérieure n'a pas de variable libre. C'est un ensemble vide. Donc, ce x, le nom n'a aucune importance. Parce que ce x, il n'y a aucune variable qui est liée à ça. Donc, si on change ce x en y, c'est autorisé. Ça reste une fonction, donc il n'y a aucun lien entre une variable et un lambda n'a changé. Pourtant, juste à droite, le x, il est lié Oui. à la fonction de droite. Ça n'a pas changé. Oui, mais je parle encore. Juste à droite. Ok. C'est quel exemple? Dis-moi. Ça? Oui, lui, il est lié à celui qui Ce x est donc lié à celui-là. Si on change ce y en x, le lien ne va pas changer. Mais le x, il est lié au lambda x parce que c'est une variable extérieure au lambda y. Non. Une variable est liée au plus proche lambda qui l'entoure. D'accord? Ici, il y a deux lambda x. En fait, c'est exactement la notion de portée, comme on l'a vu avant. Une variable est liée au lambda, plus proche lambda, qui est à l'extérieur de lui. Donc, ce lambda-là. Et pas celui-là. Okay? Ça, c'est très important. C'est la sémantique des variables. Hein? Donc, typiquement, on fait des expressions lambda avec des variables parce que les êtres humains, c'est très intuitif. Hein? Il y a des façons de faire des lambdas sans variables, mais ça demande un peu plus de mécanisme. Mais si on comprend la notion de portée, c'est exactement la même notion que dans le langage de programmation. En fait, cette notion vient du lambda calcul. Ça va alors pour l'image alpha. Donc on peut changer les noms du moment que les liens entre les variables et les lambda ne sont pas changés. Donc le sens ne change pas.
ça c'est important, ça c'est juste un changement de nom. On n'est pas encore à l'appel de fonction là, on va y arriver. Maintenant, je voudrais vous expliquer l'appel de fonction, c'est la réduction bêta, c'est la règle la plus importante. C'est le cœur du nombre de calcul. Et pour définir ça, je dois d'abord définir la notion de substitution. On prend un terme T1 et on remplace les variables. Je vais vous montrer un exemple. On a écrit comme ça. Donc on a un terme T1 et on suppose qu'il y a x qui est libre là-dedans et on remplace toutes les occurrences de x par T2. Si on a par exemple x, ça c'est T1, et on remplace x par y, le résultat sera y. On remplace tous les x par y. C'est une substitution. On va substituer les x par un autre terme. Et ça, avec ça, on va définir bêta. Donc ça, c'est la définition. Donc il y a des détails. En fait, on regarde toutes les syntaxes. Si on a une variable x, on le remplace par t, bon, elle devient t. Si on a une variable y et x est différent de y, eh bien y ne change pas. C'est logique. Si on a une application de fonction T1, T2, eh bien, on va faire la substitution dans T1 et dans T2. C'est ce qu'on fait ici, en fait. Ici, on a une application, on a 2 fois x, et on remplace ce x et ce deuxième x. La seule règle un peu compliquée, c'est quand on remplace à l'intérieur d'une définition de fonction. Attends, je vais vous montrer quelques exemples de ça. Donc, si on a lambda x t1, ça c'est le terme, et on fait une substitution dedans. X devient t2. Alors là, c'est simple, parce que c'est le même x ici, et donc toutes les variables x dans le T1 sont capturées par ce x, et donc ce x, il n'y a pas de x libre. Dedans. Et du coup, le résultat ne sera pas changé. Vous voyez, ça c'est très simple, parce que c'est le même. Mais le seul cas un peu subtil, c'est quand c'est un autre variable. Je vais appeler ça y. X. Le T2. Là, il pourrait y avoir des x là-dedans. En fait, il pourrait y avoir des x libres dedans, c'est possible. Parce que là, on a un y, et y est différent de x. Donc tous les x libres, on va les remplacer par T2. Ok? Mais, on n'a pas le droit de changer le sens. Donc, s'il y a un y libre dans T2, bah, ce y sera capté par ça. Et donc, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un renommage pour qu'il n'y ait pas de changement. Donc, pour ce troisième cas, il faut vérifier que le sens ne change pas. Donc, si j'ai par exemple, je donne un exemple, si j'ai ça, et je vais changer le x par z, là, il n'y a pas de problème. Parce que le z ne sera pas capturé. Et ça donne lambda y
Z, Y. Donc on remplace le X par ZZ. Par contre, si on a un cas où le Y sera capturé, alors, si on met ZY ici, ce Y sera capturé par ce Y-là. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord changer, renommer. Donc, on ne peut pas remplacer directement parce qu'on change le sens. Parce qu'on va capturer une variable qui n'était pas capturée. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord un renommage. Par exemple, on remplace ça par W, ce 2 par W, et là, c'est OK. Donc, on peut le faire comme ça. Donc, c'est le seul cas un peu tricky, un peu où on fait peu attention. Quand on fait une substitution, on n'a pas le droit de changer le sens. C'est-à-dire, les variables qui sont capturées, qui sont liées au lambda, ça doit rester le même. Une variable qui est libre doit rester libre. Okay? Et donc, de temps en temps, il faut faire un renommage alpha. Ça, on peut faire quand on à volonté. Hein? Parce que changer les noms de variables à volonté sans changer le sens. Okay? Donc ça, c'est la substitution. Et maintenant, on va définir la règle la plus importante. C'est la règle bêta. C'est l'appel de fonction. Tout simple. Et c'est défini avec une substitution. Et je vous explique. Si j'ai une fonction lambda x t1, c'est une fonction d'un argument x, et le t1 c'est le corps de la fonction, et t2 c'est l'argument. Donc logiquement, j'ai une fonction, et ça c'est son argument. La fonction, ça c'est l'argument, x, et ça c'est l'argument avec lequel on va appeler la fonction. C'est clair que ce t2 doit remplacer tous les x qui sont dans T1. Donc le résultat, c'est T1, c'est le corps de la fonction où on a remplacé tous les x par T2. Tous les x libres. Et la substitution est bien définie, ça ne change pas le sens. Les détails sont cachés dans la substitution. Donc par exemple, si j'ai quelque chose du genre ça c'est ma fonction, et ça c'est l'argument. Le résultat, après une réduction bêta, ça sera où ceci va remplacer les deux x. Donc ça va donner le nombre de z W, le nombre de z W. Ok? C'est très simple. On appelle la fonction, on remplace l'argument formel par le vrai argument. Okay? Donc en principe, ça reste un peu intuitif quand même. Hein? Donc le x c'est l'argument et formel dans la définition et on remplace par le vrai argument qui est l'ordre de z w. Et ça remplace tous les x libres. Okay. C'est tout. C'est tout. Mais malheureusement, je suis obligé de vous expliquer aussi la réduction état. Mais nous n'allons pas utiliser ça. C'est plutôt utile pour des résultats théoriques. Mais je vais vous l'expliquer quand même dans un slide. La réduction état. L'idée, c'est que si on a une fonction, si on a un terme t, et on l'appelle avec x, mais x n'est pas dans
les variables libres de t, eh bien, on peut le remplacer par t. Ça s'appelle l'extensionnalité. C'est quelque chose de purement mathématique. En fait, deux fonctions, si les deux fonctions donnent les mêmes résultats avec les mêmes arguments, alors c'est la même fonction. Ça s'appelle l'extensionnalité. Et je vais simplement vous donner l'intuition pour que vous ayez vu ça. Mais en fait, dans les exemples, on ne va pas l'utiliser. C'est utilisé dans des études. C'est important quand on va plus investiguer les propriétés théoriques du nombre de calculs. Si j'ai un terme t et j'appelle avec l'argument a, alors c'est le t de a. C'est clair. Ça, je donne la motivation. Si j'ai ceci, et je fais la même chose, et je suppose qu'il n'y a pas de x libre dans le t. Alors, j'ai une fonction de un argument x, et je fais t de x. Si je remplace le a de x par a, ça va aussi donner t de a. C'est le même. Donc, t et lambda x t de x, en fait, pour tous les arguments, donne le même résultat. Donc, le principe d'extensionnalité va me dire que c'est la même fonction, que ces deux fonctions, c'est la même fonction. Et j'ajoute ça comme une règle. Donc, lambda x tx, je peux le remplacer par t parce que c'est la même fonction. Ça, c'est l'intuition derrière la réduction état. Mais, je vous l'explique, pour être complet, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, on va surtout utiliser le alpha et le bêta. Ok? Donc, je résume. Il y a donc trois règles. Je les résume avec une petite notation. Le renommage alpha, je prends un terme, je donne un exemple ici, et là-dedans, je peux remplacer les variables, changer le nom des variables qui sont liées. Donc le x ici est capturé par lambda x, je peux le changer par y, et tous les x libres dans T1, je les change en y. Et c'est bon, c'est ce qu'on a vu. On peut changer les noms des variables capturées. Bêta, c'est l'appel de fonction. On a une fonction et un argument, et on prend le corps de la fonction et on remplace les variables libres par l'argument. En étant sûr de rien capturer, de renommer si nécessaire. Et le dernier, c'est que une fonction, cette fonction-là, on va la remplacer par un autre qui est en fait plus simple, mais c'est la même fonction. Si c'est parce que c'est la même fonction, on va dire qu'on peut remplacer l'une par l'autre. Et ça, c'est tout. Ok. Ça, c'est tout. Le reste du cours, je vais vous donner des exemples. Le reste du cours, on va programmer avec le nombre de calculs. Et on va écrire d'énormes expressions en nombre de calculs, énormes expressions qui pourraient remplir le tableau entier. Mais bon, pour nous épargner la craie et mon bras qui sera trop fatigué, on va introduire des abréviations et des raccourcis. Ok? Donc, on va donc faire des calculs avec plein d'expressions lambda et on va utiliser certaines notations. D'abord, on va parfois enlever les parenthèses qui sont à l'extérieur. Deuxièmement, au lieu d'avoir plein de parenthèses, on va peut-être écrire T1, T2, T3. En fait, c'est la fonction T1 sur l'argument T2 et le résultat de ça sur l'argument T3. Donc, on peut dire que T1, c'est un peu comme une fonction de deux arguments. C'est deux fonctions d'un argument imbriquées.
Hein? On va aussi enlever les parenthèses parfois ici. Lambda x T1, T2, c'est comme si on mettait des parenthèses. Et parfois, pour éviter trop d'écrire lambda, on va faire lambda x, lambda y, lambda z, on va écrire lambda x, y, z. Et on va utiliser des abréviations. Donc je vais voir une expression lambda, je vais lui donner un nom, et je vais utiliser ce nom au lieu d'écrire tout le temps cette expression sur le tableau. Et c'est super important parce que sinon, on va se confondre très rapidement. Et maintenant, on va programmer. Je vais vous montrer comment on peut écrire tous les programmes que nous avons écrits jusqu'à maintenant en langue de calcul. En ça, avec des fonctions. Toutes, ça peut faire tout. C'est Turing complet. Je vais vous montrer comment faire des nombres, comment faire de l'arithmétique, comment faire des opérations booléennes, le if, comment faire des listes, hein, et comment faire des fonctions récursives, donc factorielles, en langue de calcul. Et avec ça, on peut faire tout ce qu'on a fait. C'est ça que je vais faire maintenant. Donc je vais commencer les nombres, l'arithmétique. 0, 1, 2, 3. Eh bien, on va inventer un code. Et M. Church, il s'est vachement amusé à inventer des codes pour les nombres. Et ça s'appelle, son code s'appelle Church Numerals. Donc, le 0, le nombre 0, on va l'écrire lambda f x 1 x, hein, ça c'est la même chose que lambda f, lambda x, x1. Hein, je peux l'écrire aussi comme ça. C'est une fonction f qui renvoie une fonction d'identité. Okay. D'accord? Vous allez voir l'astuce hein, quand je vous donne d'autres exemples. Le numéro 1. Il y a le numéro 1. C'est lambda f, lambda x, f de x. C'est une fonction où, si on met la fonction f, on renvoie une fonction qui appelle f sur x. Okay. Je vais maintenant vous donner le numéro 2 et vous allez voir l'idée qui était dans la tête de Church. Le numéro 2, c'est une expression lambda avec deux arguments, f et x. Mais si on l'appelle avec une fonction f, il va faire une fonction qui va appeler f deux fois de suite. Vous voyez? Si je fais 2, c'est donc une fonction de deux arguments. Si on l'appelle avec f, on va faire deux fois de suite. Donc, si je fais 2 de g, avec un terme g, ça va faire g de g de x. C'est une fonction qui appelle g deux fois. 1 de g, c'est une fonction qui appelle g une fois. 0 de g, c'est une fonction qui appelle g 0 fois. Vous voyez l'idée? Donc, si on a un nombre n de g, je vais l'écrire ici, si j'ai n de g, n c'est un nombre quelconque, ça va donner quelque chose du genre et là, il y en a n. G. C'est comme si on appelait g de g de g de g de g de x n fois. Vous voyez comment on va coder? C'est un code. Hein? Chaque nombre est codé comme une fonction un peu bizarre. Hein? Vous avez compris. Mais l'intuition est simple. Chaque nombre, c'est comme si on appelait
la fonction g un certain nombre de fois. Et c'est le nombre, c'est n. OK? Donc, un Church numeral, c'est une fonction d'ordre supérieur qui prend une fonction f et qui renvoie une autre fonction. Le nombre n, c'est une fonction qui prend f et qui va renvoyer la énième composition de f. Ça veut dire f composé avec lui-même n fois. On peut dire f est appliqué n fois. Ok, ça c'est bien. Hein? Mais ça devient très marrant quand on commence à faire le calcul avec ces trucs-là. Regardez comment je vais faire. Je vais faire des calculs. Avec ce nombre-là, on peut faire des additions, des multiplications, des exposants, on peut faire plein de choses. Je vais vous montrer ça. Je vais définir une autre expression lambda. Je vais l'appeler successeur, SUCC. C'est lambda n, lambda f, lambda x. Et f de nf de x. C'est bizarre. Donc, ça c'est, on peut voir ça comme une fonction de trois arguments. Hein. Je l'appelle n, f et x, et qui renvoie ça. Bizarre, hein? Il y a d'autres façons à l'écrire. Je peux aussi l'écrire comme ça. Avec un peu de raccourci. Hein? Ceci, c'est une fonction d'un argument qui renvoie ça. Ça, c'est une fonction d'un argument. Mais ensemble, c'est comme si on avait une fonction de trois arguments. Hein? Bien, la fonction successeur de n, ça va donner n plus 1. Si je donne en successeur un nombre codé comme ça, j'appelle successeur, le résultat sera n plus 1 codé comme ça. C'est miraculeux, hein? Je vais vous montrer ça. Je vais faire la successeur de 2, par exemple. Je fais successeur de 2. 2, c'est ça. Ça, c'est 2. Hein? Et successeur, c'est ceci. Alors, c'est quoi ça? Ben, je vais faire des réductions. Hein? Ça, c'est une abréviation. Hein? Vous avez compris. Ceci, je n'ai pas envie de recopier ces grosses expressions-là. Donc, je vais largement utiliser des abréviations. Et je vous conseille de faire la même chose. Le successeur de 2, c'est quoi? C'est ça avec l'argument 2. Alors, je vais l'écrire comme ça. N, F, X, F, N, F, X. Et ça, c'est la fonction. Et l'argument, c'est ça. Nombre F, nombre X, F de X. Ça, c'est l'argument. Maintenant, je vais faire une réduction bêta. Ceci est une fonction de un argument. Le premier argument, c'est n. Je vais remplacer le n par ça. Ça donne, si je fais une réduction bêta, je vais donc pas prendre le corps, c'est ça. Et ce lambda n disparaît, et ce n est remplacé par ça. C'est une substitution. C'est lambda f. Lambda x, f de lambda f, lambda x, f de x, f, x. J'ai remplacé ce n par ça. Et le f est resté le même, et le x aussi. Vous voyez qu'il faut faire attention, hein? Il faut être méticuleux. Alors, et maintenant, on peut continuer. On peut évaluer ça avec les sémantiques. Ici, je vais d'abord me focaliser sur cette partie-là. Hein? On a lambda f, lambda x,
f de x, voilà. Et on a deux arguments en fait. Avec notre notation, on peut l'écrire comme ça. Eh bien, le premier argument c'est f, et on remplace le f par, je remplace le f par f, c'est facile. Le deuxième argument c'est x, on va remplacer par x. Ça donne f de x. Et maintenant, si je regarde l'expression complète, ici, ça va donner lambda f, lambda x, f de ce qui est dans la parenthèse, et ce qui est dans la parenthèse, c'est ça. Voilà le résultat. Vous reconnaissez ça? C'est un nombre de Church. C'est quel nombre? On applique f sur x. C'est donc 3. Le miracle, c'est accompli. On a fait 2 plus 1 en nombre de calcul. C'est incroyable, hein? On peut tout faire en les codant en nombre de calcul. Non? C'est assez marrant, non? Et ça marche pour tous les nombres. On a donc prouvé que c sur 2 est égal à 3 en nombre de calcul. On n'a pas besoin d'autre chose. Purement avec des expressions lambda. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est curieux, hein? Il faut être un matheux très fort pour aimer ça, non? Mais l'intérêt n'est pas que c'est une bonne manière de faire les calculs. Ce n'est pas une bonne manière. C'est très... On comprend. L'intérêt, c'est que c'est possible. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec simplement des fonctions, on peut faire du calcul avec des nombres. C'est assez incroyable. Quand Churchill a inventé ça, sa tête a explosé. Bon, comme disait dans mon temps, he got better. Il s'est remis de ça, il a continué. Mais c'est incroyable, non? Le nombre de calculs suffit pour faire des calculs. Bon, ça, ce n'est que le début de la chose. On va faire une petite pause. Mais après, on va faire des calculs encore plus sophistiqués. On va faire une pause. Je vais continuer. Dans le slide, il y a un exemple de successeur. Ici, on fait le successeur de 1. Et vous allez voir là, le n en rouge est remplacé par l'argument. Mais ce que je vais vous faire maintenant, c'est une addition. Parce que successeur du 1 plus 1, c'est facile. Une addition, c'est compliqué. On va faire une addition. Vous voyez que c'est assez étonnant que toutes ces opérations peuvent se faire purement avec des codes en nombre d'expressions nominales. Ça, quand on a découvert ça, c'était une énorme découverte, parce que Church, il voulait voir quel est le modèle le plus simple qui peut faire tous les calculs. Il a vu que c'était vraiment un truc très très simple. Donc je vais faire maintenant l'addition. Donc je vais définir une expression lambda qui s'appelle, je vais l'appeler plus, et c'est lambda m, lambda n, lambda f, lambda x. Vous voyez, il y a beaucoup de lambda, et on a n de f en parenthèse. Attention, les parenthèses sont très importantes. n de f, x, je mets le dernier parenthèse là. Ça, c'est plus. Maintenant, je peux faire plus 1, 2. Je prends le 1 et le 2, comme je les ai définis là, et je vais
les appeler comme arguments. Donc plus, c'est une fonction à 4 arguments en fait. Hein? M, N, F et X. Et ça, c'est l'expression. Et je vais donc faire ça. Je vais commencer par écrire un peu en tout. Et je vais rapidement me mettre à des raccourcis. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est la fonction plus. Maintenant, 1 c'est quoi? F, X. F de X, je pense. Hein. Je vérifie. Oui, F de X, c'est bon. Et le 2, c'est le deuxième argument. F, X. C'est F de X. Ça, c'est 1, ça, c'est 2. Ça, c'est 2 arguments. Je fais plus 1, 2. Le premier argument, c'est M. Je vais changer la couleur pour être plus clair. Le premier argument ici, ça, en fait, c'est le M. C'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est N, en fait. C'est ça. Alors, je vais changer la couleur. Je vais mettre en vert. Voilà. Ça, c'est N. Je vais donc appeler ça avec M. Et comment je fais? Je vais donc remplacer ce M par l'argument ici. C'est une substitution. C'est une règle bêta. Et je vais remplacer ce N avec ceci. C'est une deuxième. Je vais tous les deux le faire en même temps pour raccourcir. Mais en principe, on le fait un après l'autre. Hein. On fait d'abord une substitution pour M, après une autre pour N. Je vais faire les deux en même temps. Ça donne, en fait, on a 2 bêta. Je mets une petite étoile, on a 2. On a lambda F, lambda X, c'est ça qui reste. Les lambda M et N disparaissent parce qu'on fait, une fois qu'on fait un appel avec M, ça fait disparaître le lambda M. Et l'appel avec N fait disparaître le lambda N. Et ça donne le M, lambda F, lambda X, F de X. Ça, c'est le M avec F. Hein. Ça, je l'ai bien d'écrire MF. Hein. Et après, j'ai N de F. N, c'est lambda F, lambda X, F de X. Donc ça. Il y a des parenthèses, mais je ne dois pas vraiment le faire dans un raccourci. Hein. Je peux mettre Fx comme ça, parce qu'on va associer à gauche. Hein. Donc on peut le faire comme ça. Ceci, c'est donc le N. Vous avez compris comment je fais de là à là? Hein? En fait, j'appelle 2 fois, d'abord le M, d'abord le F, après le N. Et maintenant, je peux faire des réductions à l'intérieur. Donc je vais d'abord regarder ce truc-là. Lambda F, lambda X, F, Fx, ça c'est ma fonction de argument. Hein? Et les arguments c'est F de X. Donc ça donne F de X. Ok? Et ici, j'ai lambda F, lambda X, F de X sur F. Ça fait lambda X, F de X. Parce que le lambda F disparaît, le lambda X il reste, le F de X reste. Donc j'ai ça, et l'argument c'est ça. Mais ça c'est une fonction d'un argument, ça c'est l'argument. Je vais donc, ça c'est l'argument X, ça c'est le X. Je vais donc remplacer le X par ça. Hein? Et en même temps, le lambda F, lambda X, ça reste. Hein? Je suis en train de faire des réductions à l'intérieur de l'expression. Lambda F, lambda X. Ici, j'ai ça.
avec ça. Ça donne f de x, et x, c'est f de x. Voilà, c'est le résultat. C'est quoi ça? C'est quel nombre? C'est 3. Enfin, c'est 1 plus 2. Mais on voit un peu comment ça marche. Hein? Il y a un certain nombre. Le 1, ça veut dire qu'il y a un f là. Le 2, ça veut dire qu'il y a 2 f. Et l'astuce, c'est que cette expression est conçue pour que le premier f et les autres f se mettent l'une après l'autre. Donc le 1, le f, il est là, et les 2 f vont s'accrocher à ça pour donner 3 f. Et donc ça fait 1 plus 2. Donc le résultat c'est 3. Je crois que c'est égal à ça. 1 plus 2 égale 3 en nombre de calcul. Question? Oui, le n qu'on a, oui, voilà, celui-là, il se transforme en argument parce qu'il n'y a plus de lambda juste avant. Non, ça c'est une fonction. On est, attention les parenthèses, il faut bien veiller sur les parenthèses. Ce truc-là, c'est une fonction de 2 arguments. C'est ce n. Mais voici les 2 arguments, f et x. Et une fonction de 2 arguments, et les voici, les 2 arguments. Et donc on appelle cette fonction avec f et x, et donc les 2 lambda disparaissent. Et on a ça. F de f de x. Bon, on remplace le f par ce f. Alors on aurait pu voir un autre. Et ce x est remplacé par ce x là. F de f de x. Oui, mais du coup, ce f de f de x, ça devient un argument pour... ça devient un argument pour l'autre. Parce que ceci est une expression à l'intérieur. Ce truc-là, tout ça, c'est l'argument de ça. Ah, c'est des expressions à l'intérieur des expressions. Donc, c'est une sorte de plus de chinois, hein, de l'expression lambda. Mais c'est plus vite que le plus de chinois parce que ça donne un résultat très intéressant. Je vais vous donner un autre exemple de calcul. Et après, on va passer aux autres choses parce que après, ça devient de plus en plus complexe, en fait. Donc, voici donc les successeurs. Plus, on peut faire plus. On peut aussi définir la multiplication. Voici. Apparemment, ce n'est pas très compliqué. Et l'exponentiation, c'est ça. Je vous laisse comme exercice parce qu'après, ça devient extrêmement encombrant et plus difficile à trouver. Je vous montre la multiplication. Lambda n, lambda n, lambda f, m de n de f. La multiplication, c'est défini lambda m, lambda n, lambda f, m de n de f. Après, ça devient très compliqué, mais je vais vous faire. Qu'est-ce que je vais vous faire? Multiplication, allez, 2 fois 2. Après, si on fait plus que ça, les expressions ont tendance à devenir très grandes. Là. Donc ça, c'est lambda m, lambda n, lambda f, m, n, f. Et après, on met un 2. Le 2, c'est lambda f, lambda x, f de x. Et après, on met un autre 2, lambda f, lambda x, f de x. Ça, c'est 2. Ça, c'est un autre 2. Et ça, c'est la multiplication. Alors, on va maintenant faire des réductions. Le premier argument, c'est m. Là. Le deuxième, c'est n. Là. Et je vais donc faire ça. Hein? Vous me suivez toujours là? Donc, après, on va obtenir lambda f. Il reste m de n de f. Donc, le m, ça c'est le m. Lambda f
lambda x, f de x, ça c'est n. Après on a n de f, c'est lambda x, f de x, ça c'est n, f, voilà. C'est bien ça? J'ai pas fait d'erreur là. Alors on peut continuer maintenant. Je vais peut-être ajouter quelques parenthèses. Là, on a donc ça, c'est ça, ça c'est ça, le F c'est là, le N c'est ça, le M c'est ça. Maintenant, on peut continuer. Et maintenant, on a un choix. Ceci est l'argument de cette fonction. Mais ceci n'est pas encore calculé, ce n'est pas encore réduit. Et donc, si vous mettez ça à l'intérieur ici, vous allez l'obtenir deux fois. Il y a deux F ici. Mais le mieux, c'est d'abord calculer ça et après le mettre à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a souvent un choix de l'ordre. Et donc, il faut faire très attention. Parce que si on a fait le mauvais choix, ça fait une énorme multiplication de la taille. C'est toujours bon, hein, à cause de Church-Russell. Le choix n'importe rien sur les résultats. Mais la taille des expressions peut être différente. Donc je vais d'abord calculer cette partie-là, et après, je vais le mettre dans le M. Okay. Ici, j'ai une fonction de deux arguments, et avec f, ça donne lambda x, f de x. Non, ça donne ça. Le f, lambda f, le f remplace les deux f. Ben, f remplace par f, c'est le même. On a ça. Maintenant, on va continuer. Ceci, je vais mettre en rouge. Ceci, ça correspond à ce f-là. Et si on le remplace, on le met deux fois. Vous pouvez avoir une idée pourquoi on est en train de faire la multiplication. Cette expression qui représente le nombre 2, on va l'utiliser deux fois. 2. Et si on continue, normalement on va obtenir 4. Mais on va voir. Donc, je continue. Lambda f, ça n'a pas changé. Ici, je vais prendre ce m. Je vais prendre la couleur. Je vais prendre le rouge. Ce m, c'est une fonction fx. Mais ici, on a un argument. Donc, cet argument correspond à f. Donc, je regarde une fonction sur x. Et là, j'ai deux fois f. Là, c'est ça le f. Lambda x, f, x. Ça, c'est le premier f, parenthèse. Le deuxième f, lambda x, f, x. Comme ça. C'est le deuxième f. Hein. Je vais. Attention. Parenthèse. Ça, c'est ça. Mais attention, il y a un x là. Je ne vais pas oublier. X. Et deux parenthèses pour fermer. Regardez ce que j'ai fait là. Ça correspond au premier F. Ça correspond au deuxième F. Maintenant, je continue. Pas fini. Je fais encore des réductions. Ici, on a lambda x, fx appliqué à x. Eh bien, ça va donner f de x. Et le reste n'a pas changé. Lambda f. Le reste n'a pas changé. Lambda x. Lambda x. F de x. Et tout ceci, ça donne f de x. Attention les parenthèses.
parenthèse maintenant. Voilà. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ici, on a une fonction d'un argument, lambda x, f(x), et ça correspond au x en fait. On remplace. Je vais l'écrire en dessous. Ça fait f de f de là x, f de x. Vous voyez, ces deux f, ce sont ces deux f là. Et ça, ce x remplace f(x). Donc on a f de x. Mais on a toujours le lambda f, lambda x à l'extérieur. Et ça, c'est quoi ça? Lambda f, lambda x, fx. C'est 4. Un autre petit miracle s'est accompli. On fait une multiplication. Vous voyez, c'est assez incroyable, hein, la puissance du nombre de calculs. Bon, on peut continuer, mais je ne vais pas faire d'autres calculs. Là, power, c'est B exposant E. Ça fait une exponentiation, je ne vais pas faire ça. C'est petit, mais ça donne de très grosses expressions là. Vous pouvez essayer ça. On continue. La fonction prédécesseur est plus compliquée parce que le prédécesseur donne n-1, pas n+1. C'est plus compliqué, donc je ne vais pas vous montrer ça. Par contre, c'est très marrant les opérations logiques. True, false, and, or, if, then, else. Tout ça, on peut aussi coder en nombre de calculs. C'est pas que des arithmétiques. Et vous allez voir, c'est aussi très marrant. C'est un autre code. Vous voyez, Church, sa tête a explosé une deuxième fois quand il a fait ça. Il a dit, merde, je crois avoir une bonne idée utile. Ça a l'air de marcher. Mais pour inventer ça, vous vous rendez compte? Si je vous donne le nombre de calculs et je vous dis, on peut tout faire avec ça, tous les calculs, c'est pas évident hein, de trouver ça. Ça a été des décennies de travail des mathématiciens pour trouver ça. Donc, true, c'est quoi? True, ça c'est curieux comme fonction. True, c'est lambda x, lambda y. X, c'est une fonction de deux arguments qui renvoie le premier argument. Ok? False, c'est aussi une fonction de deux arguments, mais qui renvoie le deuxième argument. C'est curieux, hein? Et je veux vous expliquer voir comment on fait les AND. Par exemple, je vais faire AND true false. Le AND, il est défini là. C'est lambda P, lambda Q, P de Q de P. Donc ça fait P, lambda P, lambda Q, P, Q, P. Voilà. Ça c'est le AND. Sur true et false, je vais écrire TF. Ça c'est une fonction de deux arguments avec les deux arguments. Donc ça donne, ça c'est deux fois ça donne true de false de true. Hein? True, false, true. Si true c'est aussi une fonction de deux arguments, et qui renvoie le premier argument, ça renvoie false. Donc le résultat c'est false. C'est vrai, hein? AND de true false. Si on fait AND true, ça donne un true. Donc c'est la fonction et en nombre de calcul. Et on peut aussi faire un ou, un not, un if then else, on peut faire. C'est incroyable, hein?
On peut aussi, voici la fonction is0. Ça veut dire que si l'argument est 0, ça renvoie true. Si l'argument n'est pas 0, ça renvoie false. Donc, c'est un truc qui comprend à la fois le numéro de church et le true false. Ok, je vais sauter là-dessus. Mais je vais continuer par vous parler maintenant des structures de données. Alors, on a fait de l'arithmétique, on a fait des booléens, on va faire des listes maintenant, en nombre de calcul. Où est-ce qu'on fait des listes en nombre de calcul? Apparemment, c'est pas compliqué. On va dire une paire, c'est un deux tuples. Hein? En fait, une paire, x, y, en os, ça correspond à x bar y. Hein? Et avec ça, on peut faire des listes. Paire, first, ça prend le premier élément, second, ça prend le deuxième, nil, ça correspond à la fin d'une liste, et nul, c'est un booléen qui va tester si la liste est nulle ou pas. Donc je peux faire par exemple paire de 2 nil. Ça correspond à la liste 2. Donc ça, c'est l'expression lambda. Bah, je peux le calculer et voir ce que ça donne. Paire, c'est lambda x, lambda y, lambda f, f, x, y. Et les arguments, c'est 2 et nil. Attention, je ne vais pas écrire les expressions lambda. Ça, c'est une très bonne astuce. Quand vous faites des calculs avec lambda, gardez des abréviations aussi longtemps possible. Sinon, vous allez souffrir. Donc, je garde 2 et nil. Et donc, une fonction ici de 3 arguments, mais j'ai les 2 premiers arguments. Donc, ça, c'est x, ça, c'est y. Et le f qui reste, ça donne lambda f de nil. Donc, cette expression, lambda, correspond à la liste de. C'est une fonction f, et quand on l'appelle f de nil. On voit que les deux limites sont un peu cachées à l'intérieur. Hein? Et juste un petit exemple de ça, et après, je vais voir un peu la dernière chose, c'est les fonctions récursives. Et là, si je fais first de paire de nil, en os, ce sera 2.1. Hein? Et ce résultat sera 2. Hein? La liste 2, on prend le premier élément, c'est 2. Mais si on fait 2 first pair de nil, ici on a lambda f de nil. Et first, c'est quoi first? C'est lambda p true. Là, je mets des parenthèses. Ici, on a une fonction d'un argument. Ici, on a un argument. Donc, on va remplacer le p là. Ça va être lambda f de nil de true. Ça, c'est ça. Et le true, il reste. Ah, ici, c'est aussi une fonction d'un argument. L'argument, c'est true. Alors, je continue. Ça fait true de nil. Ça. Je continue. True, c'est aussi une fonction de deux arguments. Hein? True, c'est la fonction qui renvoie là-haut. Fonction de deux arguments qui renvoie le premier argument. Donc, ça renvoie le premier argument 2. C'est incroyable, hein? Ça, c'est une très grosse expression lambda. Et si on la calcule, ça donne 2.
en nombre de church. Donc on peut faire aussi des calculs avec des listes. Ok. Il y a encore d'autres trucs, mais je vais maintenant. On peut donc définir des listes. C'est ou nil ou la paire d'un élément et une liste plus petite. On peut faire exactement la liste comme on fait dans n'importe quel langage, en pure langue de calcul. Et ici on voit une définition d'une fonction prédécesseur, mais je ne veux pas vous expliquer ça parce qu'on n'a peut-être pas assez de temps. Je vais faire la dernière chose que je veux faire en langue de calcul, c'est les fonctions récursives. Le problème, c'est que dans le langue de calcul, les fonctions sont anonymes. Donc, à l'intérieur d'une fonction, on ne peut pas appeler la fonction elle-même parce qu'on ne peut pas dire f égale l'expression et appeler f. On ne peut pas. Hein? Les fonctions sont anonymes. On ne peut pas appeler la fonction elle-même à l'intérieur d'une fonction. Alors, comment on fait? Eh bien, vous avez compris, Church, il a trouvé une astuce pour appeler une fonction à l'intérieur d'elle-même, même si les fonctions sont anonymes. Donc, il faut une astuce. L'astuce, c'est que la fonction elle-même, on le renvoie, on a comme argument. On va arranger, on va ajouter un argument. Donc, la fonction d'un argument, il va ajouter un deuxième argument. Et le deuxième argument, on va s'arranger pour que ce soit la fonction elle-même. Hein? Donc, en os, ça correspond à peu près à ça. Ça, c'est donc une fonction factorielle. La fonction g, c'est if n égale 0, then 1, else n fois f. Mais f, c'est la fonction elle-même, hein? C'est la fonction factorielle sur n-1. Donc, si on appelle g et on donne g à la place du deuxième argument, on arrive à appeler la fonction elle-même. Hein? Donc, on va essayer de faire un truc qui ressemble à ça en langue de calcul. Et pour ça, je vais introduire un concept qui a une certaine mystique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Y Combinator, le combinateur Y. C'est un truc qui sur l'Internet, il y a une sorte de mythologie qui se fait autour de ça. Mais vous allez voir, on utilise ça pour faire des fonctions récursives. Donc on va faire le factoriel. Je vais vous montrer comment faire la factorielle en langue de calcul pure. D'abord, on va définir la fonction fact de n. Donc ceci, c'est de nouveau une abréviation pour une expression lambda. On a fait le if then else. On a if n égale 0, then 1, else, factoriel, n-1. Tout ça, on sait faire en langue de calcul, sauf l'appel récursif. Hein? Tout ça, c'est une grosse expression lambda. On utilise le if then else, on utilise le nombre de Church, ça n fois. On utilise la multiplication, 0 et 1, le is 0 qu'on a défini. C'est une grosse expression lambda. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire ça. Donc l'astuce, c'est d'ajouter un argument. Donc je vais définir la fonction g. Je vais donner deux arguments, f et n. Et après, je vais faire if n égale 0, then 1, else, n fois. Et là, on a f de n-1. Comme ça. Ça c'est une expression lambda. On sait l'écrire.
Hein? On sait écrire ça comme expression lambda. Ici, on a f, une fonction f est un argument. Si on pourrait faire en sorte que ce f soit la fonction g elle-même, on sera sauvé. Et c'est ça l'astuce. Okay? Et maintenant, je vais vous donner peut-être le truc le plus miraculeux qui existe en langue de calcul. Je vais vous introduire le combinateur y et vous expliquer comment, avec ce truc-là, on peut faire une fonction récursive en pure langue de calcul. On va définir une expression lambda auxiliaire, un truc pour nous aider, et on appelle ça y combinator. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas, celui qui l'a inventé l'a appelé comme ça. C'est une expression lambda assez curieuse. Lambda g de lambda x, gxx, comme ça. Et après, on répète la même chose, lambda x, gxx. Tout ça, je peux le départager. Ce truc-là, cette expression, c'est une simple expression lambda, mais avec ça, on va pouvoir faire une fonction récursive. Comment est-ce que ça marche? Avec cette fonction-là, on va pouvoir mettre le g là. Et je vais vous montrer comment ça marche. Cette expression a une propriété très marrante. Si je fais y de g, et si je fais une réduction, en fait, je peux obtenir g de y de g. Donc, si j'évalue ça, je peux obtenir ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je sors un g, mais je garde le même y de g. C'est comme un générateur de g, si vous voulez. Hein? Donc, il y a un g qui est sorti, mais on garde y de g. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qui se passe si on fait y de g? Eh bien, c'est ça. Hein? Je vais faire comme ça. Avec g comme argument. Hein? C'est tout ça. Avec g. Donc, je remplace g, je enlève le lambda, et tout le g, je le remplace par ce g. Ça donne lambda x, g, x, x, lambda x, g, x, x, comme ça. Mais ce truc est une fonction d'un argument, et ça c'est l'argument. Vous voyez qu'on a un genre de serpent qui mord sa queue ici. Hein? Cette fonction, on va donner la même fonction comme argument. Elle va s'avaler elle-même. Donc ça va remplacer les deux x. Ce truc-là va remplacer les deux x, et ça donne quoi? Ça va faire, ça donne g de le premier x et le deuxième x. C'est le même. Le premier x, c'est lambda x, gx, x. Le deuxième x, c'est lambda x, gx, x. Au miracle, ce truc-là, c'est exactement la même chose que YG. Donc ici, on a donc G, YG. Si on a YG, c'est ça, YG. Hein? Bien, on le retrouve là, mais avec un G devant. Donc on peut faire sortir un G et YG reste. Et avec ça, on peut maintenant, avec notre grand G ici, on peut faire la fonction factorielle. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, on a une expression magique. On va faire Y, grand G, 4. On va faire factoriel de 4. Y, grand G, 4. En fait,
c'est une fonction de deux arguments, si on veut. Hein. Y avec deux arguments, G et 4. Bien, YG, on voit que YG, ça donne GYG. Donc, si on réduit ça, on a GYG, mais le 4 est toujours là, on a comme deuxième argument. GYG. Bah, ici, on a un G avec deux arguments. Ça, c'est un G avec deux arguments. C'est deux arguments. F, ça correspond à F, et ça correspond à N. Et donc, si on calcule ça, on a if 4 égale 0. Ça, c'est la N, c'est 4. Then 1, else 4 fois. Et ici, on a la F, c'est YG 4 moins 1. C'est ça? J'ai simplement remplacé YG et 4. Et si on calcule maintenant le if 4 est différent de 0, donc on va prendre le else, et 4 moins 1 c'est 3, ça fait 4 fois YG de 3. Voilà. Et maintenant on peut continuer. Ce YG va devenir GYG et la roue continue à rouler. 4 fois G, YG. Ici, on a 4 fois YG de 3. On a commencé avec YG de 4. Hein? 4 fois YG de 3. Vous voyez qu'on peut continuer maintenant. Hein? On peut faire 4 fois G, YG de 3. Et on continue. De nouveau, on a G, YG de 3. Ici, on a G, YG de 4. Ça fait 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois, et à la fin, ça fait 1. Et ça calcule le factoriel. Donc, le combinateur Y nous permet donc, il reste vivant, et chaque fois, il sort un G. Et ça aussi longtemps qu'on veut. Donc, avec le mythique combinateur Y, on peut donc faire des fonctions récursives en pure langue de calcul. Ça, c'est un peu la pièce de résistance que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est incroyable, non? Et c'est ce truc-là, il y a une sorte de mythos qui s'est créé. Vous allez voir ça. Il y a même une société qui s'appelle Y Combinator, qui aide à faire des startups. Hein? Donc, dans la programmation, c'est un truc un peu mythique, ça. Bah, soit, hein, c'est très bien que ce soit un peu mythique, mais en fait, ce que ça peut faire, c'est ça permet de faire des fonctions récursives en langue de calcul. Et l'astuce, c'est que ce truc, c'est un serpent qui mord sa queue, en fait. Il y a une sorte de boucle ici. C'est une fonction qu'on appelle avec elle-même, comme argument. Vous voyez? Ok, ça c'est tout ce que je vais vous montrer en code. Je vais vous expliquer encore quelques petits trucs. Après, on va s'arrêter. Je vais vous expliquer le Church-Russell Theorem. J'ai dit que si on prend une expression lambda et on l'exécute n'importe quel ordre, parce que souvent on a des choix, ce qu'on peut réduire là. Si je fais par exemple, si je fais 5 plus 5 plus 4 plus 4 en lambda, je peux décider, est-ce que je vais d'abord faire 5 plus 5 ou d'abord faire 4 plus 4. Mais en fait, ça donne la même chose. Ça doit faire 18. Hein? Mais en fait, ça marche pour l'arithmétique, mais ça marche pour toute expression lambda.
aussi compliqué qu'il soit, le résultat est toujours le même. Et ce résultat est un peu la clé de voûte de la puissance du nombre de calculs, ça, le Church-Russell theorem. Si on a une expression A qui se réduit à B, mais qui se réduit à C, deux trucs différents, on peut toujours continuer la réduction de C et continuer la réduction B pour arriver à la même chose. B et C, vous pouvez toujours réduire à D. On dit que le nombre de calculs est confluent. Hein? Vous voyez l'intuition. Hein? On a deux rivières qui se rejoignent. Hein? Le flux va ensemble. Donc deux réductions ici, qui vont dans un sens différent, se rejoignent. C'est toujours possible. Ok. Il y a encore quelques petites choses que je voulais vous montrer. C'est surtout les liens avec les langages, hein, avec le langage de programmation. Mais je pense qu'on n'a peut-être pas... Je ne veux pas faire ça trop vite. Donc je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Donc la prochaine fois, je vais un peu lier le nombre de calculs au langage. Java, Python, Pascal, d'autres langages. Essayez de faire un peu de nombre de calculs